Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour cette invitation, mais aussi pour l'opportunité qui m'est faite de pouvoir exposer les principes et les difficultés d'application du droit à la santé en détention. Depuis les années 90, les liens entre justice et santé se sont faits de plus en plus étroits, bien que les objectifs poursuivis par chacune de ces disciplines ne soient pas identiques. Les dispositifs associant réponse pénale et soins sont nombreux en droit et il suffit pour s'en convaincre de constater l'élargissement du recours aux soins contraints, tels que l'obligation de soins, l'injonction thérapeutique et encore l'admission en soins psychiatriques que l'on qualifie de mesure de sûreté. Le droit à la santé, ou plus justement dénommé le droit d'accès aux soins appliqués aux détenus, constitue une autre illustration de ce lien entre justice et santé. Le double statut du patient détenu pose indéniablement de multiples questions dans la recherche du juste équilibre entre droit et contrainte. Les détenus cumulent un certain nombre de surexpositions aux risques en santé, préexistant généralement à leur entrée en détention ou déclenchées ou encore aggravées par l'incarcération elle-même. Les addictions, la souffrance psychique, les actes auto-agressifs, les pathologies bucco-dentaires y sont fréquentes, beaucoup plus que dans la population libre. Notons par exemple que les prévalences des infections à VIH ou VHC sont 6 fois plus élevées en détention. Quant à la santé mentale, plus de la moitié des détenus ont eu des antécédents psychiatriques avant leur incarcération. C'est ainsi que sous l'influence du droit international et européen, la France s'est dotée d'une loi pénitentiaire le 24 novembre 2009. Cette loi avait pour l'objet l'alignement des droits du détenu malade sur ceux des personnes libres. Sous l'impulsion de ces prescriptions internationales, le droit français s'est doté d'un véritable statut pour les détenus, et notamment la reconnaissance d'un certain nombre de droits, dont le droit à la santé qui est devenu un droit fondamental. Le respect de ce droit est aujourd'hui une préoccupation majeure et un sujet sensible tant pour l'administration pénitentiaire que pour le personnel de santé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de définir finalement ce qu'est le droit à la santé. L'OMS le définit comme le droit de jouir du meilleur état de santé possible, ce qui implique la disponibilité des services de santé, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit d'être soigné avec son consentement, mais surtout le droit à accès des soins de santé acceptables en temps utile et pour tous. Pour tous, y compris donc pour les détenus. Les détenus doivent donc par conséquent avoir accès à une qualité de soins et une continuité de soins identique à celle de la population libre. Dans ce contexte, la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale fut un véritable bouleversement en milieu carcéral. Cette loi a posé le socle d'un nouveau cadre de soins en milieu pénitentiaire. Elle confiait au service public hospitalier la prise en charge de la santé des détenus qui relevait auparavant du ministère de la Justice. Cette loi a également permis aux détenus de s'affilier dès l'incarcération au régime général de la sécurité sociale et depuis 2005, ils peuvent bénéficier de la CNU. La loi de 1994 constituait donc en pratique la fin d'un régime d'exclusion et assurait à la population carcérale une qualité de soins et un accès aux actions de prévention, de dépistage et d'éducation à la santé équivalents à ceux de l'ensemble de la population libre. Néanmoins, si cette loi a permis une avancée considérable dans l'effectivité de ces droits, de lourds obstacles consistant à concilier l'impératif de sécurité et le respect de ces droits sont encore aujourd'hui bien présents en pratique. Notons par exemple l'hospitalisation libre en milieu psychiatrique, aux soins de rééducation fonctionnelle, à la permanence de soins la nuit ou les week-ends sont loin d'être optimaux. Les détenus n'ont par exemple pas le choix du médecin traitant en détention. Pire encore, la relation de confiance entre le médecin et le patient détenu ne peut pas s'établir en pratique, car c'est le même médecin qui à la fois écoute et soigne le patient, et de l'autre qui autorise la poursuite d'une sanction au quartier disciplinaire, ce qui met régulièrement en jeu la santé mentale du détenu. Quant au respect du secret médical, exigence
éthique de la médecine, comme en témoigne le serment d'Hippocrate. Là encore, ce droit est largement bafoué. Les professionnels de santé font l'objet de nombreuses pressions afin de partager les informations dont ils disposent au nom d'impératifs de sécurité ou d'une approche pluridisciplinaire des personnes détenues. Les soignants sont notamment invités à révéler les antécédents du suivi psychiatrique de leurs patients ou encore dire s'ils sont sujets à des addictions ou des risques suicidaires. Ce secret est également limité pendant les extractions. La présence des forces de l'ordre pendant les consultations médicales n'est pas conforme à cette exigence. Autre violation des droits du patient, l'injonction de soins qui se transforme en pratique en un véritable chantage au traitement dans le but d'éviter une récidive. Cette obligation de soins est inacceptable sur le plan éthique dans la mesure où il enfreint le principe du consentement libre et éclairé, c'est-à-dire la possibilité d'accepter ou de refuser le soin en dehors de toute sanction. On peut alors se demander si la place du détenu malade est alors bien en établissement pénitentiaire. Ne devrait-il pas plutôt être soigné à l'hôpital? On est là aux limites des problèmes éthiques posés par l'ambiguïté et la complexité des relations entre médecine et justice. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots sur le cas spécifique de la prise en charge du VIH en détention. L'émergence du sida en France a provoqué une véritable révolution dans le domaine juridique, ainsi que dans le champ des politiques de santé publique qui ont conduit les autorités à se pencher sur le sort des détenus atteints du VIH et des hépatites. Ces derniers étaient alors la cible d'une ségrégation au sein de la détention. Toxicomanie, viol entre codétenus, échange de seringues, hygiène déplorable. La personne détenue est considérée comme personne à risque de par son environnement. Les détenus, usagers du service public, doivent néanmoins rester une personne capable de revendiquer le respect de ses droits fondamentaux. Or, la privation de liberté devient synonyme de perte d'identité et a fortiori d'une perte d'autonomie. Afin de répondre à cette épidémie, les États membres du Conseil de l'Europe ont dû mettre en œuvre une politique de lutte contre le VIH. C'est en ce sens que la loi du 26 janvier 2016 pose le principe de réduction des risques et dommages liés à l'usage de drogue. Elle permet également de prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose de consommation de stupéfiants. En pratique, les informations sur les risques et dommages sont délivrées. Les détenus usagers de drogue sont orientés dans divers services de soins généraux ou spécialisés. Mais toutes ces mesures sont encore largement insuffisantes. Certains dispositifs à l'étranger ont fait leur preuve dans la réduction des risques. Ainsi, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, la distribution de seringues par le corps médical est autorisée. Sur ce point, l'OMS souligne que ce dispositif réduit le partage du matériel et a fortiori l'incidence du VIH, sans pour autant augmenter l'usage de drogue. Au contraire, selon l'OMS, ils ont même tendance à le diminuer, l'accompagnement conduisant plus facilement à une alliance thérapeutique avec le corps médical. Pourquoi la France remet en cause cette efficacité qui semble ne plus faire aucun doute à l'extérieur? Se baser sur l'impératif de sécurité est un obstacle au principe d'équivalence des soins, d'autant que l'OMS indique que ces seringues ne sont jamais utilisées comme armes en détention. Quelques mots pour conclure. Si le droit à la santé s'est amélioré au fil des années, il est indéniable qu'il faut aujourd'hui axer la pratique sur l'éducation à la santé, comme l'expliquait brillamment à la cérémonie d'ouverture M. Sidibé, mais aussi sur des programmes de réduction des risques et surtout améliorer une coopération entre tous les acteurs, qu'ils soient de justice, médicaux ou pénitentiaires. Je vous remercie.